Mesdames et messieurs les membres du jury, chers adversaires, chers auditeurs, bonjour. Pour ce dernier tour du concours de plaidoirie, j'aimerais, si vous le voulez bien, vous narrer une histoire. Ça commence toujours comme ça. Je vous l'accorde, elle est un peu vieillotte, un peu poussiéreuse, mais à travers elle, je fis la découverte d'une lapalissade et c'est elle que j'entends plaider devant vous. La scène se déroule le 19 mars. Je m'en souviens comme s'il s'agissait de guerre. J'étais chez ma sœur, Alix, et comme à l'accoutumée, elle alluma la télé pour regarder son héros favori, Batman le justicier. Dans le premier épisode, Batman captura un malfaiteur qui fut condamné, comme le prévoyait la loi, à 2 jours d'emprisonnement. 2 jours d'emprisonnement. Quelque peu choqué, je ne pus m'empêcher de lui demander « N'eût-il pas été plus utile pour Batman de modifier la loi ?» Et elle me répondit « Batman est un justicier, il ne fait pas la loi. » Soit. Dans le second épisode, une loi autorisant la construction d'une école fut adoptée. Mais aucune mesure ne fut prise pour permettre sa construction. Toujours choqué, je ne pus m'empêcher de demander encore « Mais pourquoi cette inertie de Batman ?» Et telle une anaphore, elle me répondit « Batman est un justicier, il ne veille pas à la mise en œuvre pratique de la loi. » À ce moment, cela m'a paru en évidence. Avez-vous déjà eu l'ouïe d'une série ou d'un épisode intitulé « Batman au Palais Bourbon » ou encore « Batman au 16 rue Faubourg Saint-Honoré » ? Jamais. Simplement parce que la séparation des pouvoirs s'applique bien aux super-héros. Dans une acception générale, le super-héros est cet homme, cette femme, qui fait acte de bravoure. Cet homme, cette femme courageux, courageuse, qui met sa vie au service de la justice. Parfois, il est doté de super-pouvoirs et il s'en sert toujours pour la justice. C'est-à-dire que dans la définition même d'un super-héros, il est assujetti à cette classification tripartite, cette classification qui veut que l'on délègue à 3 personnes distinctes le soin de légiférer, d'appliquer et de juger. Dans sa présentation même, le super-héros a cette mission d'assurer la sécurité et d'assurer la justice. En ce sens, il y a donc là une séparation des pouvoirs d'un point de vue juridique et même du point de vue des compétences. Avons-nous déjà vu un super-héros se comporter comme un juge des détentions et libertés ou comme un policier? Non. La plupart du temps, il se contente de remettre le malfaiteur à la police qui, telle, se charge de la suite. Ce qui m'inspire une phrase de William Shakespeare. Prenons le monde comme il est, comme une pièce de théâtre où chacun a son rôle. Mesdames, Messieurs les jurés, la charge des super-héros est importante et je ne vous apprends rien. L'engagement est tel que la plupart du temps, ils entreprirent de le partager. Batman avec Robin, Sherlock avec Watson, Depardieu avec Poutine. S'il est un héros, s'il est super, l'héros demeure un homme. Il est donc faillible. Il ne peut être partout à la fois. Il ne peut tout résoudre. Il partage donc sa tâche avec son acolyte. Son acolyte et lui partagent cette tâche d'assurer et de rendre la justice. Alors mon contradicteur, ce cher monsieur Foury, plein de joie comme vous pouvez le voir, vous dira sans doute dans quelques instants que je suis un marginal, que je suis un asocial. Il vous dira, cet homme est fou. En plus de son accent qui massacre la langue française et transforme plusieurs en W, il ose nous faire croire que le super-héros est astreint à une sorte de
séparation des pouvoirs, alors que tout le monde sait que c'est faux. Des millions de personnes savent que c'est faux. Ce à quoi je réponds bien volontiers, M. Fourie, que si 50 millions de personnes disent et pensent une sottise, ça n'en demeure pas moins qu'une sottise. En effet, si M. Fourie ose soutenir devant vous que le super-héros n'est pas contraint de respecter une séparation des pouvoirs, c'est qu'il ignore, c'est qu'il est coupable d'ignorance à l'endroit de ses cours de première année. Et plaider l'ignorance ne le dédouanera jamais de sa culpabilité. Je m'explique. Chers membres du jury, vous portez des robes. Vous portez donc sur vos épaules le poids des révolutionnaires de 1789. Vous garantissez par vos mots la protection du chef-d'œuvre de Michel Debré. Donc vous vous devez de sauver le soldat Ali. Vous devez lui rappeler que si notre Constitution octroie au super-héros l'initiative législative, elle prévoit également en son article 24 que la loi est issue du Parlement. Nous en revenons donc à cette lapalissade. La séparation des pouvoirs s'applique bien au super-héros Jean-Marc. Intéressant, n'est-ce pas? Pour une fois, à des procès, ça a bien trouvé le jeu de mots. Ressentez-vous l'équivocité dans les termes du sujet? Super-héros, quid du super-héros? Le vôtre n'est pas le mien n'est pas le vôtre, le nôtre n'est pas le leur. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec M. Gallo, et pour le charrier, je lui dis: vu ta tête, ton super-héros, c'est poil de carotte. Il me répondit: vu la tienne, ton super-héros, c'est tranquille Vincent. Ainsi donc, tout ceci n'est que subjectif. Un homme est un super-héros parce que les autres ont souhaité l'introniser, ont souhaité le glorifier ainsi. Pour mon contradicteur, ce peut être Che Guevara, mais ce peut être Macopora. Pour certains militants, ce peut être François Hollande, mais ce peut également être Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Parlons-en. Pour certains jeunes militants, Nicolas Sarkozy est le capitaine du navire, le patron de l'UMP, voire même un homme providentiel. Et ces jeunes militants trouvent inacceptable la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy. Parlons-en. S'agissant de l'affaire Kadhafi, je n'ai ni les preuves, ni les moyens, ni l'outrecuidance de donner mon avis. D'une part parce que l'homme apprend beaucoup quand il apprend à se taire, et d'autre part parce que Madame Claudia Guica-Lemarchand s'est quand même évertuée à nous apprendre tous les préceptes du droit pénal. Ce n'est pas pour qu'un jeune étudiant à lunettes, en plus, profane tous ces préceptes au premier jour de printemps. Envisageons simplement la mise sous écoute. Montesquieu disait « Tout homme qui a du pouvoir est amené à en abuser. » Et que pour éviter que l'homme abuse du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, on en déplaise à certains, il n'y a strictement rien d'illégal à mettre l'ancien président sur écoute. Et face à ceux qui grognent, face à ceux qui ne comprennent pas, expliquez simplement que l'addition des pouvoirs, c'est la soustraction des responsabilités. Et l'immunité à outrance se transforme en impunité. N'étant plus président, sa mise sur écoute n'a donc strictement rien d'illégal. Il n'y a donc pas de sacrilège. Nous ayant parlé de François Hollande, nous ayant parlé de Nicolas Sarkozy, mon contradicteur vous dira sans doute: oui, mais Vladimir Poutine est un héros pour certaines personnes. Pour autant, il n'est pas astreint à respecter cette séparation des pouvoirs. On
pourrait simplement dire que justement, le respect ou l'irrespect de la séparation des pouvoirs conditionne la qualité du personnage. L'irrespect de la séparation des pouvoirs par M. Poutine donne à son portrait héroïque des allures, des couleurs de dictature. Ainsi donc, si il était un héros, il respecterait cette séparation des pouvoirs. Et cet irrespect nous permet de le qualifier comme un dictateur. Nous avons donc vu l'héros et nous avons donc vu cette subjectivité qui réside dans l'héros. Tout simplement parce que nous sommes tous libres d'idolâtrer qui nous le souhaitons, de considérer que tout homme peut être un héros. Mais peu importe la personne que nous choisissons, elle ne sera jamais au pinacle de tout. Pour la simple et bonne raison qu'à travers l'expression séparation des pouvoirs réside également de la subjectivité. La séparation des pouvoirs, cela peut concerner certes le droit, mais cela peut également concerner quelque chose de plus banal, tel l'autorité parentale. Oui, j'en appelle à vos souvenirs. Rappelez-vous lorsque vous étiez jeune, lorsque vous demandiez quelque chose à votre père, et qu'il en profitait pour vous répondre « Demande à ta mère ». Vous considériez votre père comme un super-héros, mais pourtant il vous disait « Demande à ta mère ». Il sollicitait l'autorisation, l'assentiment de votre mère, pour quelque chose de somme toute banal, telle une glace. C'est donc la preuve, là encore, que la séparation des pouvoirs peut s'abattre sur les super-héros. C'est un classique. Derrière chaque homme se cache une femme. Alors libre à vous, monsieur Foury. Libre à vous d'en avoir des fous rires. Mais n'est-ce pas là une énième preuve? N'est-ce pas là une énième preuve que la séparation des pouvoirs s'applique bien aux super-héros? Nous avons donc vu la subjectivité qui réside dans ce terme super-héros. Nous avons donc vu l'amphibologie qui réside dans cette expression séparation des pouvoirs, qui peut aussi bien concerner le droit, les compétences, le rôle, ou même l'autorité parentale. Va donc venir le moment pour moi de laisser la parole à mon contradicteur. Mais avant cela, j'aimerais tout de même vous présenter ma théorie. Le dictionnaire définit également un héros comme le personnage principal d'un film, d'une histoire ou d'une pièce. Excepté moi, vous avez donc devant vous 3 héros. Ils sont en costume, ils sont mignons, ils sont superbes, ce sont donc de superbes héros. Et ils sont donc, à eux 3, la preuve que la séparation des pouvoirs s'applique bien aux super-héros. Tout simplement parce que malgré leurs mots, malgré leurs gestes, malgré leurs phrases, à la fin, c'est vous qui jugerez. Merci.